Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de Quelle comédie, le podcast. Nous évoquerons cette semaine un spectacle qui s'adresse à toutes et à tous et notamment au jeune public, tel que l'on les appelle. Sans famille, adapté pour le plateau du roman d'Hector Malot, raconte les pérégrinations de Rémi, du petit Rémi sans famille, à travers la France et jusqu'à Londres, avec le vieux Vitalis, le chien Capi, Joli Cœur, le petit Capucin, l'ami Mathia, Arthur, Madame Milligan, etc., etc. Un texte classique, un texte initiatique, où il est question de courage, d'humanité, de fraternité, de mort, de cruauté aussi, beaucoup. Ce spectacle a été créé en décembre 2021 sur la scène du Vieux Colombier par Léna Bréban, avec dans le rôle de Rémi, du petit Rémi, Véronique Vella. Bonjour. Bonjour, Béline. Et puis dans celui du copain Mathia, du copain drôle, tendre et un peu désespéré et désespérant, Jean Chevalier. Bonjour. Bonjour. Du 20 novembre au 5 janvier, donc grosso modo pendant les fêtes, vous allez l'un et l'autre reprendre vos rôles respectifs. Quelques mots, Véronique, rapides, même si c'est un peu difficile pour vous évoquer, pour parler de vous et de votre parcours. Vous êtes sociétaire depuis 1989. Oui, j'allais dire depuis 1889, mais c'est un mauvais réflexe. Oui, je suis sociétaire depuis longtemps. J'ai la fierté d'être la 479e sociétaire de cette maison et je me faisais la réflexion au moment des 400 ans de la naissance de Molière que la Comédie Française, elle, en avait 340 et quelques. Et à l'époque, je m'étais dit que c'était vertigineux de penser que j'avais passé 10% du temps total de l'existence de cette Comédie Française à l'intérieur. De cette Comédie Française, c'est à la fois, évidemment, très peu de choses, 10%, mais c'est en même temps, c'est beaucoup. Voilà. C'est vertige, en tout cas. Pour vous, c'est un vertige ? Ah oui, c'est un vertige joyeux. C'est un vertige très joyeux, très passionnant, très formidable. Moi, j'ai l'habitude de dire que il y a deux personnes qui m'ont mise au monde, une personne physique et une personne morale. La personne physique, c'est ma maman, et la personne morale, c'est la Société des comédiens français, parce que j'ai à peine eu le temps d'être pensionnaire, 9 mois que j'étais propulsée sociétaire. Donc c'est un vertige très, très plein d'amour. Mais c'est dingue c'est dingue parfois. C'est une histoire certains d'amour, matins. Véronique Vella. Hein ? C'est une histoire d'amour. Avec la Comédie Française ? Ouais. Ah ouais, c'est une histoire d'amour, ouais. Ouais, très, très clairement. Très clairement. C'est ma maison, c'est mon foyer. Là, nous sommes dans les entrailles de la Comédie Française. Je me plais à penser qu'on est sous le Palais Royal, sous les jardins du Palais Royal. Et l'année prochaine, il y aura des travaux, donc vous allez devoir quitter cette maison. C'est pas la première fois. Ça vous fait bizarre à chaque fois ? Ou la maison, finalement, c'est quelque chose d'abstrait, c'est la troupe. Je regarde Jean, qui est arrivé en 2018. C'est l'esprit, plus que les bâtiments. Pour moi, la maison, c'est deux choses. Bien sûr, c'est le bâtiment. Le bâtiment, il a une importance considérable. D'abord parce qu'on y travaille tellement qu'on le sait par cœur. Quand on arrive en tournée, on a parfois des difficultés à prendre nos marques, à repérer dans le noir un pendrillon, un truc. C'est quoi un pendrillon ? Un pendrillon, c'est ces taps noirs qui bordent le plateau, soit face au public à l'allemande, soit un peu plus de biais. Voilà, les trous parfois dans les plateaux, les petits trous pour mettre des trucs. Pour le coup, la salle Richelieu, je pense qu'on peut tous dire qu'on peut y jouer les yeux fermés et qu'on la connaît par cœur. Donc, le bâtiment est important. Les lieux où on se réunit, les lieux où on se repose, les loges, c'est important. Et en même temps, moi, je crois que le foyer, il se déplace là où est la troupe. Et que quand la troupe est ailleurs, alors pendant un temps, le
le foyer est ailleurs. Le foyer est là où la troupe travaille. Vous êtes d'accord avec ça, Jean Chevalier? Vous êtes arrivé pensionnaire en 2018. Ouais, je suis assez d'accord. Un peu à connaître les lieux. Je connais les lieux, j'ai un sentiment d'appartenance qui se développe aussi, physique, dans ce lieu. Et en même temps, là, c'est pas tellement une question d'aller dans d'autres villes, parce qu'on sera quand même plutôt dans Paris. Mais c'est une telle fraîcheur, une telle joie aussi il y a tellement de gens qui se déplacent pour venir nous voir. Et là, on se déplace pour eux. Et du coup, c'est une joie aussi de changer, de sortir un peu cet inconfort physique, de dire c'est un nouveau lieu, ça crée lieu à des choses qui sont parfois joyeuses aussi. Bien sûr. Alors, vous avez été récemment, parce que depuis que vous êtes ici, vous avez joué et mis en scène un nombre certain de rôles et de pièces. Récemment, on vous a vu dans Le Bourgeois Gentilhomme, avec vos camarades Valérie Le Sort et Christian Hec. Vous avez été Célia Pitchoum, la femme de Jonathan Pitchoum, jouée par Christian Hec, dans l'opérette Katsu, sous la direction de Thomas Ostermeyer, merveilleuse Blanche, dans 7 minutes, le texte contemporain de Stéphano. Ouais. Alors je vois Jean qui opine du chef. C'était vraiment un sublime rôle. Texte contemporain de Stefano Massini. C'est un très, très intéressant, très passionnant travail avec Maëlle Poésie. Et c'était... Curieusement, je dis curieusement parce qu'en réalité, la pièce n'est pas écrite comme ça. Lors d'une première lecture, c'est pas forcément ça qu'on se dit. C'était en réalité un spectacle extrêmement choral. Quand on lit la pièce, on a le sentiment qu'il y a un rôle et autour de ce rôle, 10 ou 11 autres rôles qui gravitent, qui sont au service de ce rôle-là. Mais en réalité, le rôle de la pièce, c'est la puissance du collectif. Et c'est comment Blanche, qui est en effet la porte-parole, elle a juste ça en plus des autres, c'est d'être la porte-parole. Elle n'existe que parce qu'elle est l'éponge des énergies de tout le monde autour. Et ça, c'était un travail très passionnant à faire avec Maëlle. Pour rappeler, c'est une pièce qui raconte une lutte ouvrière. Qui s'appuie sur les grandes grèves des ouvrières Le Jabi au milieu des années 90. Et c'est donc un groupe d'ouvrières qui doivent choisir entre faire grève ou renoncer à 7 minutes de pause par jour, ce qui sur le papier est très peu de choses et qui en réalité, quand on met le projecteur à un autre endroit et qu'on fait les comptes autrement, sont des économies substantielles genou à terre. De plusieurs salaires par an pour la direction. Et oui, c'était une très, très belle aventure chorale, là aussi, très belle aventure collective. Alors, vous avez initié la comédie française au cabaret, très, très tôt. Vous avez monté un cabaret érotique en 2008, on vous a vu dans l'Interlope. On y reviendra sur le cabaret, parce qu'on aura des raisons d'y revenir. Jean Chevalier, donc vous êtes arrivé en 2018, vous étiez le petit Alexandre dans Fanny et Alexandre, aux côtés de votre camarade Rebecca Marder. Voilà, mise en scène Julie Deliquet, on vous a vu, on a bien ri dans La puce à l'oreille. Mes enfants continuent à vous imiter inlassablement, vous êtes une vedette. On est un peu moins ri dans Lucrèce Borgia. Et alors, dans son famille, on est dans ce spectacle que vous reprenez. On est sur une ligne de crête permanente. On n'est quand même jamais très loin des larmes, jamais très loin de l'effroi. Et en même temps, il y a une forme de... Il y a des sourires, je ne sais pas s'il y a des rires. Comment vous raconteriez ce spectacle qui est l'adaptation d'un texte, encore une fois, très classique de la littérature jeunesse? Vous disiez sourire. C'est marrant parce que ce matin, j'ai entendu une phrase de Christian Bobin qui dit « Il est bon de se sourire ». Et je trouve que c'est des personnages qui se sourient à eux-mêmes. C'est très agréable de les jouer parce qu'effectivement, la pièce donne lieu à de l'inconsolable. Ils sont éprouvés par des choses qui sont assez denses et en même temps, ils ne sont pas à la merci des circonstances. C'est-à-dire que, comme le dit Vitalis à un moment donné, il dit en avant, et c'est quand même des personnages qui relèvent la tête. Et ça, c'est agréable en tant qu'acteur et puis actrice aussi de pouvoir jouer des gens comme ça qui sont vers la joie, qui ont les yeux ronds, qui ont de la curiosité vers l'autre, qui ont de l'appétit et qui font fi aussi de la violence qu'ils ont reçue, parce que Hector Malo parle beaucoup de ça.
Il parle de maltraitance, de Voilà, cruauté c'est envers ça. les enfants, Le d'abandon. Le personnage de Vitalis dit une phrase qui est très belle, qui dit Qui est que... joué par France tiré en 6. Ouais, on n'obtient rien par la brutalité, on en obtient bien plus par la douceur, c'est pas exactement ça, mais la crainte... Paralyse l'intelligence. Voilà. Ouais. Ça, c'est une phrase qui fait mouche, ouais. Véronique? Oui, c'est exactement ce que dit Jean. C'est une adaptation et un spectacle oxymore, inconsolable et gai. Moi, c'est un concept qui m'accompagne depuis très longtemps. Ça m'a fait... À titre personnel? À titre personnel, oui, ça m'a d'ailleurs fait du bien à un moment donné de ma vie de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, ce qui me traversait. Donc j'ai pris l'habitude de dire, quand je me confie un peu, que je suis en effet inconsolable et gai, parce que l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et je trouve que c'est un spectacle, c'est exactement ce que dit Jean, ce mot portugais que j'adore et on n'a pas son équivalent en français, c'est la saudade. La saudade, c'est pas la mélancolie triste, c'est... oui, c'est de la mélancolie et à la fois c'est du sourire, c'est de l'oxymore pur et c'est contenu dans ce mot unique, alors qu'en français il faut tourner autour, il faut faire des phrases, il faut trouver des mots valises et puis ce qui est très joyeux aussi, je trouve, dans ce Sans famille pour nous acteurs, enfin en tout cas pour moi actrice, c'est que c'est le comble absolument réussi de l'art pauvre. Le théâtre, c'est un art pauvre. Et Léna, elle fait de la neige avec un petit peu d'eau et un petit peu de savon dedans qui tombe des cintres. Et puis la montagne, c'est un petit promontoire en polyestyrène. Et puis la petite tournette, ben mon Dieu, elle tourne. Alors c'est quoi la tournette justement? La tournette, techniquement, c'est énorme pour le vieux Colombier. Salle Richelieu, ça l'est moins, puisqu'elle est installée, la tournette Salle Richelieu. Elle est sortable quand on le souhaite. C'est le milieu du plateau qui peut se mettre à faire ce que normalement il ne peut pas faire, c'est-à-dire tourner. C'est comme un petit manège, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et le spectacle, il a ça. Il a ce côté manège, il a ce côté enfance. Quand on invente des choses avec finalement peu d'objets, peu de choses, il y a très peu d'accessoires. C'est l'expression pure du théâtre pour vous? À un endroit ce type pour de moi, pièce? ouais. C'est ces endroits où je dis que on aura beau faire et on aura beau chercher, on ne trouvera rien d'aussi écologique et d'aussi bas carbone que la le tournette, théâtre. que le théâtre. Oui, absolument. Je suis persuadée de ça. Cette tournette, elle accompagne en fait les changements spatio-temporels parce que Rémi, c'est un long voyage. Voilà, c'est un long voyage initiatique, un voyage mental et physique. Il va de son Cantal, enfin là où il grandit, jusque dans les brumes des faubourgs de Londres. Cette tournette, elle apporte quelque chose d'un peu burlesque à un texte qui est quand même assez sombre. Il y a pas énormément de burlesque dans le texte d'Hector Malo. Est-ce que la tournette, le dispositif mis en place par Emmanuel Roy, le scénographe, et puis Léna Brabant, viennent théâtraliser finalement ce texte de Malo, ce grand classique? Le poétiser en tout cas, c'est sûr. Ouais. Parce que moi, c'est une chose que j'ai toujours ressentie comme spectatrice et que j'ai eu l'occasion de vivre une fois comme metteur en scène. Le fait que des acteurs bougent sans avoir à bouger, le fait que le monde tourne pour eux et qu'ils n'aient pas à le faire tourner, c'est à un endroit de poésie pure, je trouve. Et que le parcours de Rémi, bien sûr qu'il est dur, bien sûr qu'il est dans le vent, le froid, la bise, qu'il n'arrive plus à marcher, qu'ils vont mourir, que voilà. Mais c'est pris en charge par
juste ce petit carrousel, ce petit manège qui est forcément, d'abord parce que ça fait penser au manège tout simplement. Moi ça me fait penser au manège, ça me fait penser à l'enfance qui est très poétique. Et puis parce que quand ça tourne et que soi-même on n'a plus à tourner, soit parce qu'on est immobile, soit parce qu'on est sur un petit cheval de bois, on a toujours la possibilité d'essayer d'attraper le pompon. Et puis si on attrape le pompon, on a le droit de faire un tour supplémentaire. Enfin, c'est que de l'enfance. La courbe, le rond, comme ça, la tourne. Je trouve que c'est que de l'enfance. Et puis il tourne en rond. Il tourne en rond et c'est une très belle image, c'est de sentir que c'est un manège qui tourne en rond et en même temps on le poétise. On crée une narration différente par le fait avec le décor, on crée de la neige et puis on crée un autre paysage et pourtant on tourne en rond. Enfin, je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous voyez dans le regard des enfants quand vous jouez cette pièce, Jean Chevalier? C'est un peu pareil que... Ils ont quel âge d'abord? De 7 à 77? 7 à 77. Non, je crois, oui. Ouais. C'est la même joie que j'ai ressentie quand on a fait le chien de Marcel Aimé, quoi. C'est le... Je sais pas, il y a quelque chose qu'on peut pas nommer par des mots. Il y a une chose qui se développe au niveau de la cage thoracique quand on entend le rire d'un enfant, quand on sent son regard sur nous et qu'on dit c'est un adulte mais il pourrait être dans la salle de jeu avec nous. Enfin, il y a quelque chose de dire on n'est pas séparés de vous, on a toujours ça. Et je sais pas, moi, en tant que être avoir la chance de pouvoir prendre la parole devant des enfants avec des histoires comme celle-ci, c'est trop bien, c'est de l'éternité, quoi. Je sais pas, ouais. Véronique, vous avez adapté, mis en scène trois nouvelles de Marcel Aimé. C'est un public que vous connaissez bien. C'est, j'imagine, problématique à laquelle vous avez pensé quand vous avez adapté ces nouvelles. C'est quoi quelles sont les qualités principales d'un spectacle qui s'adresse à tout le monde et notamment aux enfants? Est-ce que c'est un imaginaire fort? Est-ce que c'est un rythme? Je sais pas exactement. Je crois que c'est beaucoup de choses mélangées. Je crois en tout cas que c'est d'avoir à cœur au moment de en pré-production, au moment des brainstorming, des adaptations. C'est toujours d'avoir à l'esprit d'abord qu'on ne fait pas un spectacle pour les enfants, on fait un spectacle tout public. Et donc essayer d'avoir à cœur qu'il y ait plusieurs grilles de lecture et que chaque spectateur puisse, au même moment du même spectacle, y trouver son compte. Celui qui a 50 ans et celui qui en a 5. Et pour le coup, c'est une chose, je pense que c'est une opinion, une intime conviction que je partage avec Léna Bréban. Je pense que dans les spectacles pour enfants, la musique, la partie musicale et la capacité à se mettre à chanter quand tout à coup on n'arrive plus à dire les choses avec des mots, ou qu'avec les mots c'est trop émotionnant, ou qu'avec les mots c'est trop, tout simplement trop, je sais pas quoi. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était une grille de lecture qui était très facilement chopable par les mômes, parce que les musiques ça se retient, parce que c'est des petites chansons simples, et que même si ça ne sont pas des chansons originales dans Sans famille, c'est des chansons qui se retiennent, qui s'accrochent, qui se raccrochent. Et vous chantez, donc vous amenez dans les moments les plus sombres de l'histoire d'ailleurs. Cette histoire, vous arrivez, et tout ça prend un tour un peu cabaret. C'est vous qui l'apportez, ou c'est Léna Bréban qui vient convoquer vos talents particuliers, parce qu'on parlait de ça, de votre goût pour le cabaret, pour ce genre théâtral? Ça, ensuite, je ne sais pas, faudrait demander à Léna et à Alexandre Zambeau mais je crois qu'ils avaient prévu de la musique et des chansons dès le départ, avant de connaître leur distribution, ne serait-ce que parce que c'est ça qu'il fait, Rémi, avec Vitalis et Joli Cœur et Capi. Ils font les artistes sur les places de village, ils chantent, ils jouent un peu de théâtre. Il y a forcément de la musique dans la vie de Rémi à partir du moment où il est séparé de sa mère adoptive et
et de sa mère, tout court, et qui part sur les routes avec Votre Vitalis. personnage joue du violon, du violoniste. Oui, professionnel. Sans archet. Violoniste C'est sans rare. archet. Alors, vous jouez donc ce violoniste sans archet, ce personnage de Mathia qui, je ne sais pas qui vous êtes allé convoquer pour imaginer ce personnage, sa tendresse, Oh, bah, c'est facile, avec la gourmandise, il y a quand même pas mal de choses à trouver, quoi. c'est-à-dire... Bah, c'est un personnage qui est gourmand, quoi. C'est-à-dire, il a faim. Ah oui, il a faim au sens propre, ça. Ouais, il a faim au ouais. sens propre. Et puis, non, mais c'est-à-dire, il y a la première scène dans Mathia est hyper importante parce que il explique ce qui lui est arrivé et puis en même temps, il dit, je suis pas à la merci de ces circonstances, je vais pas tomber dans un fatalisme un peu malheureux. Je vais le transformer et je vais le mettre au service de la faim et je vais aller à l'hôpital, ce qui est quand même un peu absurde. C'est-à-dire que son rêve, c'est d'aller à l'hôpital parce on s'occupe de lui à l'hôpital. Il parle Il fait des chaud, infirmières. il a des tout ça. draps, Ouais. ouais. C'était très agréable d'ailleurs quand on jouait pendant le Covid parce que Mathia, il disait les infirmières. Et je trouvais ça trop beau de pouvoir dire ça à un public. Merci les infirmières, ouais. Il a faim de vivre, Mathia. Ouais, il a faim de vivre et en fait, c'est toujours important le rebond de ce qui se passe après la dramatique. Et lui, il va toujours vers l'appétit, quoi. L'appétence, la curiosité, il bouge et surtout, il est drôle, en fait. Il est drôle, il fait... Enfin, je sais pas. Oui, on est d'accord. Et alors, vous jouez Mathia, mais vous jouez aussi, vous manipulez la marionnette du petit Capucin, Ouais. Joli Cœur. Un travail de Carole l'Allemand. C'est une super marionnette. Elle est magnifique parce qu'elle existe déjà sans mes mains. Donc ça veut dire que quand même... C'est-à-dire, elle est tellement... Elle a des yeux, en fait. Ouais. Elle a des yeux fantastiques. Et vous le faites mourir, hein, votre petit Capucin. Ouais. Je spoil pas. Ouais, c'est un... Ah si, très clairement, vous avez Ouais. divulgaché, Ah ouais, j'ai Bélina, oui, divulgaché. vous avez divulgaché, ouais, mais bon. On coupera. Vous le saurez. Non, je plaisante. Ouais. Ouais, on fait ouais, mourir ouais. un petit Capucin, c'est quand même un moment poignant dans cette pièce. Ouais. Et puis de voir que ça prend beaucoup de temps d'arriver à que ta respiration soit connectée à celle de la respiration de Joli Cœur et que toute la détente que tu auras dans tes mains, dans tes bras, fera vivre ce qui est dans tes mains. Enfin, c'est dur la marionnette, c'est un sacré... Ça, c'était une formation annexe, c'est-à-dire que pendant que vos camarades répétaient, apprenaient leur texte, vous aviez Ouais. Joli Cœur Ouais, à gérer en plus. c'est pas évident dans le processus de travail parce que je peux pas être dans la spontanéité d'un comédien. C'est-à-dire si quelqu'un donne une couleur, je peux pas lui répondre tout de suite parce qu'en fait pour façonner une couleur d'une marionnette, ça prend plus de temps, donc on est un peu plus lent. Une couleur, c'est quoi? C'est une attitude? Oui, c'est-à-dire vous pourriez aller vers ça, vas-y, fais quelque chose comme Ouais. ça. Et ça c'est un truc qui demande un peu plus de réflexion et de précision parce qu'en fait l'imprécision dans la marionnette crée tout de suite une rupture du vivant, quoi. Donc Un décalage. ouais. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette partie chantée et cabaret. Il y a quelque chose, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu Brecht et Courteveil dans cette pièce et pour faire référence à votre personnage de Célia Pichoum et à l'opéra de Katsu. Il y a quelque chose qui fait écho. Et je vous regarde et je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord avec moi. Est-ce que vous y avez pensé? Les Pichoum, c'est un peu le receleur d'enfants, le personnage de cet homme intermédiaire qui récupère les enfants et qui en fait le trafic. Non, pour le coup, j'entends très bien ce que vous dites. Pour le coup, j'ai le sentiment que la construction profonde, volontaire presque, volontariste de Brecht et Courteveil, elle est vraiment de manière opératique d'entrecouper ce qui se joue, d'entrecouper les scènes et d'entrecouper les actes de songs. Et je crois que dans notre sans-famille, c'est une chose qui est plus improbable que ça, qui est plus de l'ordre du sensible que ça, qui est moins volontaire, qui est moins volontariste. C'est la raison pour laquelle, moi, il ne me serait pas venu comme mot de dire qu'il y avait une part de cabaret dans le spectacle. Vous le définiriez comment?
j'ai le sentiment que ça ne chante qu'à partir du moment où ça peut plus faire autrement. Parce que si on chante pas, soit on pleure. Je pense par exemple que sur le bateau, quand il rencontre Madame Milligan, Rémi entend ce jeune Arthur dire un petit poème vraiment d'amour à sa maman. Et lui, Rémi, il l'a perdu, sa maman, plusieurs mois avant. Même s'il fait des choses absolument passionnantes et intéressantes avec Vitalis, il a quand même été arraché de sa maman. Il s'est senti parfaitement abandonné. Je pense honnêtement que si Rémi, à ce moment-là, il ne prend pas l'orgue de Barbarie pour ne pas continuer la version chantée de ce poème, si on est juste dans le ressenti des personnages, si on est sincère, s'il ne fait pas ça, alors il pleure. Mais il pleure pendant 2 jours. Il pleure, on baisse le rideau, on rembourse le public, le théâtre s'arrête de tourner. Les enfants pleurent dans le public. Rémi, il pleure, hein. Il pleure, il fait un burn-out. Et il est pour le coup, il est inconsolable pendant plusieurs jours. C'est ça que j'essaye de dire. Donc je pense qu'il chante précisément parce qu'il ne peut pas faire mieux pour que l'histoire continue de se raconter que de trouver cette espèce de petit biais au chagrin. Les chansons aussi souvent, c'est comme les poèmes d'ailleurs, je crois, de l'instant où il se met à y avoir une chose qui est scandée à l'intérieur d'un texte qui ne l'est pas, un texte qui est prosé, qui est en prosodie. Je pense qu'il y a comme un petit biais de joie, un petit... Ouais, ça permet souvent de ne pas pleurer, de chanter. Je ne sais pas comment le dire mieux. Je sais pas, Vous êtes d'accord avec ça, Jean c'est clair ou Oui, pas absolument. Votre personnage, donc c'est un petit garçon, il a quel âge, Rémi ? Il a 8 ans au début du spectacle. Vous jouez un petit garçon de 8 ans, avec une allure de petit garçon de 8 ans. Avec une allure de petit garçon de l'époque. On dirait le kid un peu. Ouais, ça c'est sûr, une petite allure de kid. Ensuite, je crois que Léna, elle a été très claire avec ça dès le début et c'est en fait grâce à ça qu'elle m'a convaincue. Parce que quand vous recevez un coup de fil en plein Covid à 56 ans, que vous êtes une femme de 56 ans et qu'on vous demande de jouer un petit garçon de 8 ans, il faut qu'on vous explique pourquoi on vous voit là-dedans, vous, et non pas quelqu'un d'autre. Pour le coup, Léna, elle est dans cette vision plutôt assez anglo-saxonne de la manière de distribuer les rôles. C'est-à-dire très franchement, on s'en fout du genre, on s'en fout du sexe, on s'en fout de l'âge. J'ai le sentiment que tel que t'es là, toi, aujourd'hui, t'es mon Rémi idéal, donc on va dire que... Et puis le théâtre, c'est faire ça, c'est dire aux gens, on va dire que ce serait vrai, et eux, ils s'installent dans la salle en se disant, pendant 1h30, je vais me dire, et si c'était vrai, enfin, comme on raconte une histoire aux enfants, en fait. Mais je crois quand même que jouer l'enfance au théâtre, c'est pas jouer l'enfant, c'est pas surjouer l'enfant. Parce que les enfants, ils ont à cœur d'être grands, surtout à 8 ans. Ils ont à cœur d'être comme des adultes. Donc s'il y a une chose à surjouer, peut-être, quand on joue un enfant, c'est de surjouer l'adulte. Mais c'est pas de surjouer l'enfant. Et puis parce que, très concrètement, très objectivement, Jean, il a 30 ans, je crois. 52. Je sais pas. Tu ne les fais pas. Je ne sais pas comment je ne sais pas comment on va. Enfin, je crois que je sais comment on va à la recherche de son enfant intérieur, à quelque âge que soit le nôtre. Mais comment est-ce qu'on joue l'enfant à 30 ans ? J'en sais trop rien, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer des enfants à 30 ans. Mais en tout cas, on peut pas jouer un enfant à 50 ou 60 en mimant, en trichant, en faisant l'enfant. Enfin, Jean, vous avez joué Alexandre, vous en aviez donc moins de 30, puisque c'était... On m'a beaucoup fait jouer d'enfants ici. On vous a beaucoup fait jouer d'enfants. Je suis beaucoup rasé. Ah oui, ça nécessite un petit rasage. On va chercher l'enfant en soi, on ne va pas chercher les mimiques. Le cœur. Je sais pas. On croit que là, je fais de la poésie, mais on croit que le trottoir de la maison de l'enfance, il est loin, mais il est là, quoi. Il y a un truc où
ça dépend comment on regarde les choses, en fait, l'émerveillement, en fait. Je pense que chacun a la capacité de retrouver les yeux de l'enfant qui regarde une feuille tomber. Moi, par exemple, je suis toujours... ça a l'air un peu bête, mais il y a un monsieur qui fait des bulles, Place Colette. Des grosses bulles. Des grosses bulles. Et je sais pas, ça me crée quelque chose. À chaque fois, je me dis, c'est quand même incroyable. Le monsieur, il vient avec son seau, il fait des bulles. Et c'est cette sensation-là qu'il faut avoir, en fait. C'est je sais pas. Quand on est comédienne, comédien, vous pensez qu'on convoque ça beaucoup plus facilement on se l'autorise, en tout cas, peut-être plus souvent, je sais pas. Mais... Dans un bureau ? Oui, vous l'autorisez. Et c'est dommage d'utiliser le mot autorisé, d'ailleurs. Mais... Ouais. Enfin, C'est peut-être... C'est une des essences de notre métier, d'essayer de rester proche de l'enfance. Pour conclure, je vais vous poser cette question. Quels étaient vos personnages à vous quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous étiez Rémi sans famille ? Est-ce que vous étiez Goldorak ? Vous, c'était... Alors attendez, 30 ans, c'est plus Goldorak, c'est Jeanne Esser, je ne sais pas. Vos personnages de prédilection. Ceux qui vous aient rêvé, ceux auxquels vous vous associez. Moi, je sais, mais... C'est beaucoup de joueurs de foot, alors... Oui, c'est des personnages pop aussi. Alors, des personnages imaginaires, des personnages de fiction, pour le coup, c'est assez clair dans ma tête. Moi, j'étais détective, beaucoup. Donc, j'étais Alice, dans le Club des 5, Bibliothèque verte. Et sinon, un tout petit peu plus tard, parce que c'est mon autre oxymore, donc heureusement qu'à 60 ans, j'ai complètement terminé de l'affirmer. J'étais également Bob Moran. J'adorais Bob Moran. Ma sœur, à l'époque, était le compagnon, enfin le binôme de Bob Moran, qui était ce grand buveur de whisky, qui s'appelle Bill Ballantines. Donc j'ai été et Alice, la version fille soit du flic ou de l'agent secret, soit Bob Moran. C'était mes deux héros absolus. Vous étiez Zidane, vous ? Oui, j'ai été Iniesta. Non, après j'ai été Vercingétorix. Je me souviens de ça, j'ai beaucoup été Vercingétorix dans les plaines de Bourgogne quand on faisait des batailles avec les cousins. J'avais regardé ce Vercingétorix avec Christophe Lambert, donc j'ai beaucoup été Vercingétorix. Ah bon, Christophe Lambert a fait un Vercingétorix ? Oui. Lambert Wilson ? Non, Christophe Lambert. Film méconnu, introuvable, mais que j'avais en cachette là, VHS. Ouais. Bon, merci infiniment à tous les deux. Sans famille, d'après Hector Malo, mise en scène Léna Bréban, avec également Thierry Ancis, Clotilde Bézère, Bakary Sangaré, qui joue Capi, Jean Chevalier, Marie Aubert, Véronique Vella, et puis vos camarades Antoine Prudhomme de la Boussinière et Alexandre Zambo. Voilà, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.